Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national inclusif a connu son épilogue au Gabon avec la remise des conclusions aux autorités dans le respect du chronogramme annoncé. Nous reviendrons sur la cérémonie de clôture. Les élections générales du 29 mai approchent à grands pas en Afrique du Sud. Des scrutins présentés comme les plus disputés de l'histoire du pays. Dans ce contexte, l'Union africaine a annoncé le déploiement d'une mission d'observation des élections. Et un nouvel accord social vient de voir le jour au Maroc à l'issue de plusieurs semaines de discussions dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement marocain, les syndicats et le patronat se sont entendus sur la revalorisation salariale. Et tout d'abord, en Tunisie, la tension est palpable à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir en automne prochain. Le mouvement d'opposition Front du Salut National a annoncé ce mardi 30 avril son intention de boycotter le scrutin, une position de principe pour dénoncer, je cite, une comédie électorale. Fin de citation. Cette coalition, composée des principaux partis d'opposition, a soumis sa participation à plusieurs conditions, telles que la libération de prisonniers politiques, l'indépendance de la justice ainsi que l'indépendance de la commission électorale. Par crainte d'être confronté à un scrutin tronqué, le Front du Salut National dit préférer renoncer à toute participation. Chronogramme respecté au Gabon, les conclusions du dialogue national inclusif ont été remises le 30 avril aux autorités de transition. Il s'agit d'un document contenant 1000 résolutions pour ouvrir la voie à un Gabon nouveau. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel à Libreville. Retour sur cet événement avec nos envoyés spéciaux au Gabon, Eugène Chema, Joseph Moifo et Nasser Ngoumé. Lancé le 2 avril 2024, le dialogue national inclusif a refermé ses portes ce 30 avril au siège de la présidence de la République. La cérémonie solennelle organisée ici a surtout permis au rapporteur général, la ministre de la Réforme des institutions, de présenter les recommandations des différentes commissions qui ont travaillé en vue de proposer des mesures pour une refondation des institutions du Gabon et une redynamisation de la vie sociale et économique. Moment fort de cette cérémonie, la remise de la carte du Gabon des mains de Monseigneur l'archevêque de Libreville, Jean-Patrick Ibaba, au président de la transition, Oligui Nguema, comme pour lui dire, prenez bien soin de la destinée Gabon après ce moment important, ce moment présenté comme historique pour les Gabonais. Le président en exercice de la CEMAC et facilitateur désigné de la CEAC pour la transition au Gabon, le professeur Faustin Akange Touadéra, qui est par ailleurs le président de la République centrafricaine, a félicité les autorités de la transition pour le bon déroulement des travaux et le respect du chronogramme. Il s'est engagé à rendre compte dans les meilleurs délais des conclusions de ce dialogue national inclusif aux chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Je voudrais ici, au nom des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, vous féliciter d'avoir tenu parole en organisant ce dialogue national inclusif dans le délai fixé par le chronogramme de la transition politique au Gabon. Les participants au dialogue national inclusif ont proposé au président de la République, le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, de mettre en place un comité de suivi pour s'assurer de l'implémentation de ces recommandations après ces assises qui ont duré près d'un mois ici. Le président de la transition du Gabon s'est engagé à mettre en place ce comité de suivi dans les prochains jours. Le comité aura notamment pour charge de préparer l'Assemblée constituante qui va rédiger la nouvelle constitution du Gabon en vue de la soumettre au référendum. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum.
Ce comité de suivi aura également pour charge de rédiger un code électoral qui pourra garantir des élections libres et transparentes. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, est autorisé, selon les recommandations du dialogue national inclusif, à se présenter à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Depuis le palais présidentiel à Libreville, Eugène Chema, Joseph Moafo, Nasser Ngoumé pour Africa 24. Le président congolais Félix Tshisekedi était à Paris les 29 et 30 avril pour un premier voyage officiel en France. Un séjour notamment rythmé par des rencontres avec les autorités politiques à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec en toile de fond la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Première visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi à Paris. Un déplacement de 2 jours, les 29 et 30 avril, notamment axé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Objectif affiché, chercher auprès de la France, partenaire de longue date et membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un soutien de poids face à l'ingérence du Rwanda dans l'Est congolais. Il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de discuter, mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire. Un an auparavant, lors de sa visite à Kinshasa en mars 2023, le président français Emmanuel Macron n'avait pas clairement condamné le Rwanda, se contentant de simples mises en garde. Cette fois-ci, c'est chose faite. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Cette visite officielle du président congolais en France a également comporté un important volet économique. Une table ronde sur les affaires et les investissements en République démocratique du Congo a été organisée le 30 avril avec le mouvement des entreprises de France, MEDEF. Plusieurs accords de partenariat ont été conclus, dont un pour la construction d'un train urbain à Kinshasa. L'ancien président François Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'ex-chef de l'État centrafricain, exilé en Guinée-Bissau depuis plusieurs années, est mis en cause par la Cour pénale spéciale pour des violations des droits de l'homme commises sous son régime entre 2009 et 2023. Ses détracteurs espèrent l'application de sa peine à des travaux forcés à perpétuité prononcés en septembre 2023. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine, un tribunal parrainé par l'ONU, a émis le 30 avril 2024 un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président centrafricain François Bozizé Yanguvanda pour de possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Selon la CPS, ce mandat d'arrêt international vise les crimes tels que meurtre, disparition forcée de personnes, privation grave de liberté physique ou atteinte à la dignité d'autrui. À l'époque où il était président, quand il a eu ces crimes-là, mais c'était le même président actuel, Faustin Touadéra, qui était son premier ministre. Si justice il devait avoir, c'est le deux têtes de l'exécutif qui devait faire l'objet de poursuites pour répondre de leur acte. En fait, c'est pas seulement la question de crimes, mais en fait, c'est une action judiciaire pour tenter de neutraliser les veillées de rébellion du président Bozizé, parce qu'il anime la CPC qui était allée il y a quelques années jusqu'aux portes de Bangui. La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine réclame dans un communiqué daté du 30 avril 2024 la coopération de la Guinée-Bissau où réside François Bozizé depuis mars 2023 par l'entremise d'Interpol pour arrêter et remettre le suspect à la CPS en Centrafrique.
Arrivé au pouvoir le 15 mars 2003, à la suite d'un coup d'État, l'ex-président François Bozizé a été renversé le 24 mars 2013 par des rebelles. C'est un problème de règlement des comptes politiques plutôt qu'un problème de recherche du droit et de l'équité. S'il y a un problème de droit et de l'équité, c'est les deux têtes de l'exécutif qui doivent répondre, le président et son ancien premier ministre Faustin Touadéra. C'est dommage pour l'Afrique que c'est la politique et la conservation du pouvoir qui priment sur la primauté du droit et la question du droit de l'homme et de liberté. La Cour pénale spéciale est une cour hybride instaurée en République centrafricaine, créée en juin 2015 avec le parrainage de l'ONU pour enquêter, poursuivre et juger les crimes les plus graves commis depuis 2013. François Bozizé, 77 ans, a été jugé par contumace par le parquet de Bangui pour complot et rébellion. Il a été condamné en septembre 2023 aux travaux forcés à perpétuité. Les élections générales se préparent en Afrique du Sud. Elles se tiendront le 29 mai prochain. Ces scrutins sont présentés comme étant les plus disputés de l'histoire politique du pays car le parti au pouvoir, ANC, pourrait pour la première fois perdre la majorité absolue. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a annoncé le 29 avril le déploiement d'une mission d'observation des élections. Les explications de Samantha Sabero-Sabubanga. Alors que l'Afrique du Sud effectue les derniers préparatifs pour les élections nationales, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé le 29 avril 2024 le déploiement d'une mission d'observation électorale de l'Union africaine dans ce pays. Dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, la mission comprend 60 observateurs, dont 3 experts électoraux de l'équipe de base chargée d'observer le déroulement des élections générales prévues du 21 mai au 3 juin 2024. Indéniablement, la délégation qui représentera les observateurs de l'Union africaine est relativement importante. Nous savons que dans ce contexte particulier d'élections générales en Afrique du Sud, qu'il va y avoir une bascule a priori selon les observateurs, avec a priori une empreinte et une influence beaucoup moins importante de l'ANC. La mission tiendra des réunions avec divers acteurs et observera les derniers préparatifs ainsi que le déroulement du processus électoral. Une déclaration préliminaire sera publiée par la mission d'observation après le jour du scrutin basée sur les résultats recueillis et fournira des rapports ou une évaluation impartiale sur la qualité des élections générales. Donc il s'agit pour les observateurs de l'Union africaine d'anticiper, d'apaiser la situation et d'œuvrer à ce que le scrutin soit le plus transparent possible, qu'il n'y ait aucune contestation qui en découle. D'après l'organe de gestion des élections d'Afrique du Sud, le scrutin de 2024 devra être le plus âprement disputé de l'histoire du pays puisque plus de 14 000 candidats se disputeront 887 sièges des assemblées nationales et provinciales. Pour rappel, le 27 avril 2024, l'Afrique du Sud a célébré ses 30 ans de démocratie écoulés depuis la fin du régime de l'apartheid sous la direction du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC. Un nouvel accord social a été signé le 29 avril à Rabat au Maroc. Le gouvernement marocain, les syndicats et le patronat se sont entendus sur la revalorisation salariale après plusieurs semaines de négociations. À l'issue de ce dialogue social, la principale annonce est la hausse de 10% du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, dans le secteur privé. Plus de détails avec Catherine Gombe. Un nouvel accord entre le gouvernement, les syndicats et le patronat a été signé le 29 avril 2024. Le chef du gouvernement Aziza Kanouche a annoncé à Rabat que l'exécutif et les centrales syndicales sont parvenus dans le cadre du round d'avril 2024 du dialogue national à un accord pour une hausse générale de 1000 dirhams, soit $99 net par mois du salaire des fonctionnaires du secteur public. Le Premier ministre a également précisé que cet accord prévoit aussi une baisse mensuelle de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 400 dirhams pour les fonctionnaires et les salariés des catégories à revenus moyens, ainsi qu'une nouvelle hausse de 10% du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et du salaire minimum agricole garanti SMAG dans les secteurs de l'industrie et du commerce, ainsi que pour les professions libérales.
L'UMT a été intransigeante pour arracher une hausse globale des salaires pour les employés du secteur public et les salariés, pour les collectivités locales et pour le secteur privé. Ce point a été bien litigieux, mais nous avons su finalement remporter cet acquis, soit une hausse globale de 1000 dirhams. Cette augmentation prendra effet en 2 temps, plus 5% en janvier 2025, puis plus 5% en janvier 2026. À terme, le SMIC devra ainsi passer à 3500 dirhams, soit $339, contre 3111 dirhams actuellement. Pour le salaire minimum dans le secteur agricole SMAG, il a également été décidé d'opérer une hausse de 10%, mais suivant un calendrier différent. Plus 5% en avril 2025 et autant en avril de l'année suivante, soit 2026. Cette mesure vient s'ajouter à une augmentation précédente de 15% portant la revalorisation du SMAC à 25% sous le gouvernement Akanouche. Cet accord couronne les efforts déployés par toutes les parties. Il renforce également les engagements contenus dans l'accord du 30 avril 2022 qui a jeté les fondements du dialogue social. Cet accord consacre la baisse de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des fonctionnaires et les salariés, l'augmentation du SMIC. Autre mesure adoptée, un allègement de la pression fiscale sur les salaires. Le salaire mensuel brut exonéré d'impôts passera ainsi de 5 000 à 6 000 dirhams, alors que le taux maximal de l'impôt sur le revenu reculera d'un point de 38 à 37%. Concernant la réforme des retraites, le rendez-vous a été pris pour septembre prochain, date de l'entame des discussions en profondeur entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ceci dans la perspective d'une adoption lors de la session parlementaire d'octobre 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.